Mon objectif c'était vraiment de pouvoir être libre et voler un petit peu partout sur la planète. Et puis après c'est devenu un projet un peu fou et puis à force de travail c'est devenu réalité. Salut, c'est Franck Zapata, vous regardez l'interview du Tarpimbien. Alors Francky, bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté cette interview avec Radio Star. Merci à vous, je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Tu es plusieurs fois champion du monde de jet ski. Et tu es très connu pour avoir inventé le Flyboard Air. On y reviendra dans quelques minutes. Avant ça, tu as inventé, après ton parcours en jet ski, tu as inventé un objet qui s'appelait le Flyboard. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'était cet objet? Ce que c'est toujours d'ailleurs. Disons que c'est un engin qui se connecte derrière les jet skis. Donc j'ai eu l'idée en fait en bossant sur mes jet skis à l'époque où j'étais encore en train de courir. J'étais encore en pleine carrière de sportif et du coup j'ai eu l'idée d'utiliser la puissance en fait de l'eau qui sort de la turbine de jet ski pour voler en fait via un tuyau pompier. C'est devenu maintenant une activité qu'on peut pratiquer un petit peu partout sur l'eau, c'est une activité de loisir. Voilà, en fait notre objectif c'était vraiment de faire une activité de loisir pour que les gens puissent avoir vraiment cette sensation de voler, on va dire. Donc il y en a sur pas mal de plages au travers du monde. Donc là, vous pouvez en trouver un petit peu partout sur toutes les côtes. Quoi, voilà. Ouais. Alors, comment t'es passé de ça au Flyboard Air, donc qui est, on va dire, la version pas sur l'eau, quoi, sans eau, propulsé. On va peut-être revenir un petit peu sur la technique après. Ouais. Comment t'es passé du Flyboard au Flyboard Air? En fait, disons que mon objectif, c'était vraiment d'enlever le tuyau et de pouvoir être libre et voler un petit peu partout sur la planète sans être relié à un jet ski et on va dire être capable comme ça de voler un petit peu partout et à la vitesse que je voulais, etc. Donc au début c'était un rêve et puis après c'est devenu un projet un peu fou et puis à force de travail c'est devenu réalité. J'imagine que tu as une équipe pour travailler là-dessus. Actuellement on est pour la maturité entre 10 et 15 personnes. L'aventure Flyboard Air, si je dis pas de bêtises, ça a commencé en 2016. Elle a commencé février 2016. Ouais, 2016. Et au début, donc, tu as eu des difficultés avec l'aviation civile, en fait. Oui, en fait, disons que moi, comme je venais pas de l'aviation à la base, donc on faisait un peu tout et n'importe quoi. Et disons qu'on n'avait pas pris conscience vraiment à quel point l'aviation était cadrée. Donc on s'affranchit, c'était un peu affranchi de toutes les lois, on va dire. Donc bon, c'est vrai qu'on a eu un petit peu des problèmes, ce qui est un petit peu normal. Ouais, j'ai vu que tu avais risqué la prison et tout, quoi, à l'époque. Disons que c'est les sanctions quand tu fais ce genre commis ce genre de délit. Après, c'est vrai que moi je pensais en être loin de tout ça. Ouais. Mais oui, c'est quand tu conduis un aéronef sans licence, quand tu conduis un aéronef au-dessus d'une agglomération en dessous de la hauteur minimale et quand tu conduis un aéronef non immatriculé, oui, c'est la prison au bout. Ouais. Après, moi, c'est vrai que comme je ne me considérais pas comme un aéronef, ça m'a étonné quand on m'a opposé tout ça. Mais avec le recul, c'était nous qui étions en tort. Ce Flyboard Air, tout le monde a pu le voir au 14 juillet, puisque tu as volé au-dessus des Champs-Élysées avec. C'est ça. Ici, là-bas, au-dessus du Vieux-Port aussi. J'ai vraiment souhaité être au 14 juillet parce que c'était quand même à Paris, Champs-Élysées, c'était juste un rêve de gosse. Ouais. Pouvoir montrer ma technologie un jour aussi important que la fête nationale, c'était quand même pour moi quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai quand même souhaité être en même temps au feu d'artifice à Marseille. Ouais. Donc j'ai eu la chance qu'on me le propose et il fallait que je fasse un choix parce que je ne pouvais pas être aux deux endroits en même temps. Et puis je me suis dit non, il ne faut pas faire un choix, il faut arriver à faire les deux. Parce que je suis français et fier de l'être, mais je suis marseillais aussi. Donc pour moi, voler dans le Vieux-Port, c'était juste quelque chose d'extraordinaire. Donc on a fait des pieds, des mains, on est arrivé. On est rentré en train, la machine dans le train. Il y a des gens de la ville qui sont venus m'escorter avec les voitures, avec les motos de police pour me ramener depuis la gare. Et finalement, hop, c'est passé limite et j'ai pu faire les deux 14 juillet, quoi, Marseille et Paris, quoi. C'était extraordinaire. C'était super. Alors ça, c'est marrant parce que c'est vraiment un truc dans ton parcours très important. Au début, tu as été contacté par des pays étrangers, notamment les États-Unis. Et toi, tu as toujours voulu développer le Flyboard Air en France. Disons que c'est pas que je veux développer le projet en France et que je suis 1 million de fois plus patriote que le commun des mortels. C'est juste qu'en réalité, déjà, moi j'aime bien mon pays et j'aime ma région et ce que je dis à tout le monde, c'est dur de quitter, on va dire, la France parce que c'est quand même un pays extraordinaire, mais c'est quand même aussi très dur de quitter le sud de la France, encore plus dur.
Moi, je vis au bord de la mer. Je veux dire, je tourne les talons et j'ai les collines pour aller faire du VTT ou aller faire un footing. J'ai tous mes amis. Le soir, je fais du crossfit. Le week-end, avec ma femme, on peut partir au ski, à les montagnes à 2 heures. C'est juste le paradis. Et puis bon, tout ce que la France comporte, je veux dire, tout ce qu'on a, les droits sociaux, les gens, ils se plaignent toujours, mais ils n'ont jamais voyagé. Les gens qui se plaignent de tout le système social, je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont en difficulté, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais par rapport aux pays étrangers, c'est juste un autre monde. Je veux dire, aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, t'es malade, il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Les enfants, ils meurent d'une leucémie aux États-Unis. Donc voilà, moi je tiens à ces valeurs-là et c'est ça que j'ai décidé et j'ai choisi de produire à l'époque le flyboard à eau 100% made in France. J'avais pas fait le pas d'aller vers la Chine, j'avais vraiment voulu axer le made in France. Et en fait, comme on crée l'industrie, on crée aussi le standard de l'industrie et on fixait les prix. Et je me suis dit, si on le paye 200-300 euros de plus à le faire en France, le client le payera 300 ou 600 euros de plus avec la marge de tout le monde accumulée, etc. Mais c'est le standard, c'est comme ça. Et on est arrivé à tenir bon. Et du coup, bafouer tout ça et dire maintenant je m'en vais aux États-Unis. Non, c'était quand même beaucoup d'argent investi parce que de rester en France, ça coûte beaucoup plus d'argent en impôts société, en impôts perso. Et du coup, après 7 ans investis à rester en France, c'est dur de dire non, maintenant je m'en vais. Ouais. Donc je tenais à le faire. Maintenant, je me sens aussi comme un citoyen du monde et c'est pas pour ça que je bougerai jamais. Mais voilà, je tenais à rester le plus longtemps possible et on va dire définitivement, je quitterai jamais la France. Ouais. On va essayer de donner quelques chiffres sur ce fameux Flyboard Air. La vitesse max que tu peux atteindre. Avant la Manche, j'ai atteint 202 km/h. Ah, 202 ? Ouais. Alors, la Manche, j'ai lu que tu étais en moyenne à 160-170. c'est ça, en fait, j'ai traversé en moyenne à 140, mais la moyenne à laquelle je volais, après ça, des fois, j'étais obligé de ralentir pour changer de trajectoire, mais on va dire la moyenne à laquelle je volais, c'était autour des 160. Oui, alors parce qu'on ne l'a pas précisé, mais effectivement, tu as traversé la Manche cet été. En 2 coups. Le premier coup, ça n'avait pas... Le premier coup, je suis raté. Ouais. Et le deuxième coup, mais en fait, c'est exceptionnel, quoi, du deuxième coup d'avoir un tel succès. J'espérais y arriver. Le deuxième coup, je n'étais pas du tout sûr non plus d'y arriver. Ouais. Le premier coup, je disais une chance sur 2. La deuxième fois, je me suis dit, si on ne fait pas n'importe quoi, ça devrait passer. Ouais. Mais bon, ça pouvait ne pas passer. L'autonomie du Flyboard Air. L'autonomie, ça dépend dans laquelle configuration on part. Mais si on part avec le plus gros des sacs à dos, je dirais aux alentours des 10 minutes. Pour la Manche, il y avait un ravitaillement. Il y avait un ravitaillement en plein milieu. Ouais. Tu prends le carburant dans un sac à dos avec toi. C'est ça. Et ça te fait à peu près combien de litres de carburant J'ai une 40aine de litres de carburant. Donc c'est ce qui a fait réagir tous les écolos de France et de Navarre. On en dira peut-être. Voilà. Non, mais disons que les gens, on va dire, ils réagissent sur des choses sans même comprendre. Je veux dire, on peut pas... L'avion de Louis Blériot, il consommait tellement d'huile pour voler qu'à la fin, il était entièrement recouvert d'huile. Donc on ne peut pas à la fois développer la technologie et résoudre tous les problèmes de sa vie en une fois. Il faut déjà arriver à voler. C'était ce qui était déjà complètement, on va dire, dingue pour nous. Une fois qu'on est arrivé à voler, il a fallu devenir redondant, c'est-à-dire avoir la capacité de voler sans que la machine ne puisse tomber. Ouais. Après, il a fallu devenir fiable. Et maintenant, on travaille sur tout le côté écologique. Après, le flyboarder, c'est pas un engin qui est destiné au commun des mortels et pour aller acheter le pain. C'est un engin qui est destiné à développer la technologie, pousser les limites de ce qui est faisable, pour après développer, on s'en sert pour développer maintenant nos voitures volantes, qui sont basées sur la même technologie, on va dire, que le Flyboard Air, et qui, en réalité, sont également uniquement destinés au loisir. Mais c'est par rapport à cette technologie qu'on est en train de développer vraiment les taxis volants du futur qui, eux, en fait, sur un bilan carbone du décollage au vol à l'atterrissage, auront un bilan, on va dire, meilleur qu'une voiture. Mais ça ne s'atteint pas en 2 ans. Il faut encore 3-4 années pour que la technologie vol soit fiable, redondante et, on va dire, ait un bilan carbone meilleur que les engins de mobilité actuels. Et c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'au final, tu ferais un avion solaire, tu aurais des crédits, des subventions et tout ça. Tout ça, c'est la mode.
Ouais, on fait l'avion solaire, mais qui a fait le bilan carbone de l'avion solaire? Bien sûr. Qui sait ce qu'un panneau solaire il consomme on va dire en carbone pour le construire? Qui sait combien de temps l'avion solaire va être utilisé? Pour moi, on va dire quand tout le monde parle d'avoir des engins, on va dire électriques de loisirs, c'est n'importe quoi. Parce qu'en réalité, une voiture électrique, il faut déjà une dizaine d'années pour l'amortir au niveau du bilan carbone. Et une voiture, elle est faite pour durer dans le temps. Ouais. Mais par exemple, une mobilette électrique que vous allez acheter pour vous amuser, elle, c'est quoi sa durée de vie? Ça va être en semaine, en jours peut-être. C'est impossible que le bilan carbone soit positif. Si elle n'est utilisée que 6 mois, c'est obligatoire que son bilan carbone il est négatif par rapport à une trottinette à moteur. Donc c'est tout ça. Et pareil, un avion électrique, solaire, etc. Et effectivement, une fois qu'il vole, c'est génial. Mais s'il faut changer les batteries toutes les 2 semaines, les panneaux solaires tous les mois, ou alors qu'il est capable de faire un tour du monde et qu'il va à la poubelle, eh bien, le bilan carbone, il est horrible. Il vaut mieux partir avec 50 kg de kérosène, les brûler et c'est fini. Donc c'est tout ça qui, on va dire, aujourd'hui, c'est l'air du temps, c'est la mode. Donc certains ont choisi, on va dire, une voie qui est la voie de l'électrique et parce que c'est politiquement correct aujourd'hui et facile à communiquer. Nous, on a choisi la voie plus compliquée, on va dire au niveau du message, mais pour laquelle nous, techniquement, on est convaincu qu'on y arrivera. Je voulais te demander aussi l'altitude maximum du Flyboard Air. L'altitude maximum, c'est 2000 mètres. 2-3 000 mètres, je dirais, voilà. Mais tu es monté déjà Non, je suis monté à 2600 mètres d'altitude, mais pas d'auteur. C'est différent, c'est-à-dire que je suis monté à faire des essais à 2100 mètres d'altitude, mais j'ai volé à 30-40 mètres du sol. Pour voir si et donc du coup, si tu voles à 30 mètres à 2600 mètres, ben, tu pars du sol et tu montes à 2600 mètres. Après, au niveau, on va dire, pilotage, repère dans l'espace, etc., c'est évidemment plus compliqué. Donc on va dire encore une fois, comme je dis tout le temps, le problème il est entre le casque et les chaussures, quoi. Après, c'est moi. Et tout le problème de sécurité, parachute, etc. Mais par contre, techniquement, la machine, 3000-4000 mètres sans aucun problème. Elle a la poussée pour le faire. J'allais dire aussi un mot sur la sécurité, parce que c'est le genre d'engin, on se dit, tu fais une fausse manip, il y a un truc qui déconne dedans, c'est fini quoi. Bah oui, effectivement. Donc pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai eu encore un crash. Donc c'est quelque chose sur lequel on ne s'y attendait pas. Tout était basé sur la redondance, on est capable de perdre un moteur. La machine, on en a déjà perdu plusieurs fois. Je crois que c'était la 11e fois où on avait un problème moteur depuis le début du développement. Sauf que la semaine dernière, c'était la semaine dernière, c'est pas un moteur qu'on a eu en panne, c'est 2. Donc chose qui sur le papier devait arriver à une chance sur 300-400 000. C'est arrivé la semaine dernière. Maintenant, je peux avoir un accident en sortant dans la rue. Je me suis fracturé la clavicule en faisant du skate. J'ai eu un accident de ski en rentrant dans un arbre. J'ai failli mourir cet hiver. J'ai eu un traumatisme crânien, une perte de connaissance. J'ai eu plus d'une vingtaine de fractures sur tout le corps. Donc je veux dire, tout peut arriver. Maintenant, je ne m'attendais pas à ce que tu jettes les dés et tu fasses 10 x 6. Mais la probabilité pour nous, sur le papier, que 2 moteurs s'arrêtent dans les 10 secondes, c'était faire 10 x 6 avec les dés. Elle était faible. Mais c'est arrivé. Donc aujourd'hui, il faut qu'on repousse le travail. C'est parce que c'est en réalité le travail qui me garde en vie. Et en réalité, ne pas, pour que ça tombe, il ne faut plus qu'on ait à faire 10 x 6, mais à faire 1000 x 6. Et donc aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que c'est arrivé finalement au bon moment, pas trop tôt, puisque finalement la nouvelle électronique est prête. Et en fait, on a stoppé les vols jusqu'à ce que la nouvelle électronique soit prête. Et donc là, on renforce, on va dire, la sécurité x 100. Mais quand tu es pionnier dans le domaine dans lequel tu travailles et que tu, entre guillemets, je dirais pas pionnier, c'est pas un mot, j'aime pas être dans des cases, mais je dirais plutôt que tu défriches le terrain. Quand tu es devant, que tu cours devant à défricher, forcément, tu te protèges de tout ce que tu connais. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce que tu ne connais pas? Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est ce que tu connais pas. Et effectivement, le risque zéro, il n'existe pas. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je n'autorise que moi à voler sur la machine. Tu as été espionné par les Américains? Non, ça c'est des légendes. Non, j'ai vu ça qu'il y a des mecs de la DCRI qui sont venus t'expliquer. Non. Il y a des gens en fait, de la DGSI qui sont venus nous expliquer comment on pourrait éventuellement être espionné
par le monde entier et comment se déconnecter de nos ordinateurs d'Internet, etc. Après, à ce moment-là, on était en contact avec les États-Unis comme d'autres pays. Et effectivement, tout le monde psychotait, mais non, on n'a jamais été espionné par les Américains. J'imaginais moi des agents de la CIA, tu sais, les Men in Black et tout. Après tout le monde se faisait autour de nous, même tout le monde jouait ça un petit peu au vieux polar américain, parce que tout le monde. Mais moi je leur ai dit, les gars, il faut déstresser. À l'époque où justement tout le monde s'intéressait à nous, je volais avec 2 piles AA, tombé en panne, je tombais dans l'eau, c'était un jouet. Aujourd'hui, on commence à devenir de plus en plus loin d'un jouet, mais je dirais que tant que c'est pas un appareil qui est utilisé à des fins industrielles ou de déplacement, ça reste un jouet. Ouais, bien sûr. Donc un jouet qui fait du bruit, qui est gros, qui vole, qui parle plus à l'imaginaire des gens qu'une Barbie, mais ça reste un jouet. Qui fait du bruit, qui est gros, qui vole. Il y a aussi une polémique sur les nuisances avec les voisins et tout ça, ça s'est calmé ça ? C'est calmé, je dirais que ça leur passera avant que ça me revienne, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça, je vais pas y revenir dessus. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Après, maintenant... tu as quand même été soutenu par tout le monde dans cette histoire. J'ai été soutenu par tout le monde. Je dirais que les médias, ils aiment vendre, quoi qu'ils vendent. Donc au début, au 14 juillet, j'étais un héros national. Quand j'ai traversé la Manche, j'étais le Blériot des temps modernes. Quand j'ai 2 voisins qui se sont plaints, tu tapes nuisance sur Internet avec un S, parce que moi je fais des nuisances, j'en fais pas qu'une. Je tape nuisance sur Google avec un S et je sors en premier. Donc c'est sûr que ça fait mal au cœur. Un peu, Je veux dire, tu sais, Frankie Zapata, pendant des semaines, il sortait que ça, il sortait même plus la Manche. Donc ça, c'est le monde des médias. Moi, j'ai appris à vivre avec et à surtout ne plus regarder ça depuis que j'ai 16 ans et que j'ai fait des courses de jet ski. Parce que quand je gagnais, j'étais pour les médias un demi-dieu. Quand tu perdais, ça y est, c'était fini. Au fond du trou. Plus bon à rien. Quand tu faisais 20 victoires d'affilée, comment c'est possible ? Ils trichent, ils se dopent, ils se droguent, ils soudoient les juges. Donc voilà, si tu commences à vivre avec ça, tu te tires une balle à la tête. Donc en gros, tu te blindes avec ça. Il y a du bon, il y a du mauvais. Le bon, c'est que ça ne m'affecte plus. Le mauvais, c'est que même plus le bon m'affecte. Donc c'est dommage. C'est-à-dire qu'en gros, les gens me félicitent, tous les médias, franchement, j'en ai rien à faire. Tout le monde me dit, est-ce que ça a changé quelque chose ? La célébrité, honnêtement, j'en ai rien à faire. Je fais pas du tout ça pour ça. Moi, ce que j'aime, c'est voler avec ma machine, repousser mes limites, faire des challenges complètement dingues avec mes potes pour qu'au dernier jour de notre vie, on s'en rappelle. Voilà pourquoi je vole, voilà pourquoi je bosse. En même temps, il faut faire du média parce que c'est ce qui rapporte, on va dire, des shows, des événements à venir qui nous font vivre aujourd'hui. Mais on va dire le côté événement pour la notoriété, franchement, ça ne m'intéresse plus du tout. Mais du coup, ça c'est le côté négatif. J'aimerais encore des fois apprécier le fait de te voir à la télé ou quoi. Mais franchement, j'ai perdu complètement ma motivation à ce niveau-là. Ça m'intéresse plus du tout. Tu vas trouver des nouveaux records. Non, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est je fais des trucs pour moi. Et en fait, quand tu te fais découper sans arrêt depuis l'âge de 16 ans, en fait, tu apprends à te dire, mais merde, alors du coup, tu veux gagner, mais pourquoi ? Si finalement, tu te fous de ce qu'on dit. En fait, tu apprends un jour à ce que tu te dis, ce qui compte le plus, c'est déjà bon, quand même, ce que ta famille et tes amis pensent de toi. Et puis en fait, moi j'ai toujours fait les choses pour que le soir, je ferme mes yeux. Quand je m'endors, je me dis, est-ce que tu as été bon aujourd'hui ? Et si moi je me dis, franchement, aujourd'hui, tu as été bon, ça me suffit. Voilà. Et en fait, ce que les autres ils pensent, alors après les nuisances, pas les nuisances, ils s'engouffrent dans des trucs complètement de débiles. Je veux dire, je vole, ça fait quoi ? Ils ont mesuré M6, alors après ils ont mesuré à 90 dB. Finalement, ils ont quand même annoncé que c'était 95. Donc ils ont vu 90, mais ils ont dit 95. Mais c'est 90 dB, 5 secondes. 5 secondes. Donc là, si vous mesurez le bruit environnant, on doit être grosso modo à 85 dB. Quoi. Donc 5 dB de plus, 5 secondes. Parce qu'après, je m'en vais à 300 mètres. Et là, c'est même plus, au bout de 5 secondes, même plus on peut m'entendre, même pas on peut me distinguer. Donc je dirais que la personne qui n'est pas capable de supporter 6 fois 90 décibels, on va dire une fois par semaine, 2 fois au maximum, ça c'est légal, j'ai pas le droit d'y aller plus de 2 fois. Et en moyenne, je dirais une fois tous les 15 jours, moi j'ai pas de sujet. Puisqu'après, les gens me reprochent que le kérosène a rendu leurs enfants malades, des problèmes d'atteinte pulmonaire. Bon voilà, là c'est du délire. Moi je brûle beaucoup de kérosène quand je m'entraîne, je dirais une centaine de litres. Un avion, il va brûler, on va dire, quelques tonnes, ne serait-ce que pour aller de la porte d'embarquement
à la zone de décollage. Et quand il passe dessus, l'air c'est le même. L'air que je brûle moi à Carry-le-Rouet, celui de Marignane, s'il y a un bon Mistral, il va être à Carry-le-Rouet en je dirais quelques minutes. Nous on a un engin qui certes consomme de l'énergie, mais de la manière dont il produit l'énergie, c'est les mêmes standards, on va dire, qu'une voiture ou qu'un moteur d'avion. Donc on ne pollue pas plus à énergie égale qu'un avion. Après, effectivement, si on compare l'énergie que je dépense pour voler par rapport à l'énergie d'une trottinette électrique, c'est sûr que oui, mais à coup de pas, voilà. Tu parlais tout à l'heure de ce projet de voiture volante. Alors ça, moi, ça m'intéresse. Tu parlais même de taxi volant. Comment ça marche? C'est quoi ça? Un taxi volant, en fait, c'est, on va dire, le mythe dans lequel tout le monde est rentré et c'est, on va dire, le Saint Graal et on va dire, pour moi, la prochaine grande évolution de notre espèce. Puisque finalement, on a connu comme ça des énormes changements auxquels moi, j'ai pas participé, que j'ai juste eu la chance de voir et de connaître. Je veux dire, finalement, je suis né après l'avion, mais on va dire notre génération, on est venu au moment du grand boom de l'aviation et des grands déplacements en aviation et on va dire l'abaissement des coûts avec les compagnies low cost, etc. Cette capacité qu'on a aujourd'hui de prendre un avion, moi, demain je pars en déplacement, 4 heures après je suis dans un autre pays. C'est ce qui est pour moi aussi a contribué en fait un peu à l'apaisement du monde. Parce que tu ne peux pas faire la guerre à l'espagnol ou au portugais. C'est ton pote, tu le connais, tu peux aller le voir. Il y a 20 ans, pour aller au fond du Portugal, il fallait y aller en charrette. Donc cette capacité de la mobilité te rend un peu plus citoyen du monde et te rend un peu proche des gens du monde. Et tu peux être aux États-Unis, tu peux être dans les pays arabes ou en Afrique en quelques heures. Ça, c'est extraordinaire. Et je veux dire, après, on a connu l'Internet, on a connu le téléphone portable. C'était quand même une révolution extraordinaire. On a été en plein dedans. Et après, on a connu les smartphones. Moi, tu m'enlèves mon smartphone, je meurs. C'est pas que je suis toujours sur Facebook, c'est mis sur Facebook. Mais bon, déjà, j'y suis un peu comme tout le monde, je suis un peu intoxiqué maintenant. Mais surtout Google, quoi, Internet. Google, le GPS, les GPS, c'est extraordinaire. Et je dirais qu'aujourd'hui, la prochaine grande évolution, c'est comment on va arrêter tout ça. Comment on va arrêter ce trafic, comment on va pouvoir aller d'un point A à un point B en quelques minutes et optimiser tout ça. Et ça, pour moi, c'est le prochain grand changement. Ça demande d'énormes, on va dire, un énorme travail sur tout ce qui est réglementaire, sécuritaire, etc., etc. Ça demande énormément de travail au niveau innovation, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où finalement, la pollution compte. Et en réalité, construire un transport du futur, oui, mais il faut qu'il soit en même temps, aujourd'hui, politiquement correct. Donc il faut qu'on arrive à trouver le moyen de à la fois changer la mobilité, révolutionner la mobilité des humains et à la fois avoir un bilan carbone qui est quoi qu'il en soit meilleur qu'un déplacement en voiture. Donc ça c'est un challenge de fou. Comme je l'ai dit juste avant, tu ne peux pas résoudre tous les problèmes de ta vie en une fois. C'est la meilleure des moyens de jamais y arriver. D'accord ? Donc ça c'est sûr. Donc il faut y aller étape par étape. Déjà il faut voler, décoller vertical. Décoller vertical parce que sinon il faut des pistes de décollage. Un avion il faut quelques centaines de mètres voire 1 kilomètre pour décoller, tu ne peux pas le faire ici. Donc il faut déjà s'affranchir de la gravité et décoller. Étape 1. Étape 2, il faut créer la transition parce que si tu y vas quand on te sustentant, tu es énergivore de façon incroyable comme le flyboarder. Donc il faut combiner les technologies du futur et du présent comme le flyboarder et les voitures volantes qui sont plutôt les technologies du futur et la technologie du passé. La technologie de Louis Berriot, moteur thermique, machine avec des ailes et qui va planer. Donc tout ça combiné, où finalement, si on va de là à là-bas, on aura un bilan carbone désastreux parce qu'il aura fallu s'affranchir de la gravité 2 fois. Mais si on part d'ici, qu'on va à Montpellier, là, on aura certainement un bilan carbone beaucoup plus intéressant. Et donc c'est tout ça qui va faire, on va dire, finalement l'utilisabilité de cette technologie. Mais bon, on ne peut pas, comme je le disais, les premières personnes qui ont fait des voitures, est-ce qu'on leur a demandé de respecter d'arriver aux normes Euro 5 ou Euro 6 alors qu'ils essayaient de construire un moteur et de comprendre comment le piston il montait, il descendait. Voilà, laissez-nous le temps. Laissez-moi le temps. Donc après, c'est sûr que si on s'engouffre dans le politiquement correct et dans l'électrique, là, tout le monde va dire « Ah, génial !» Mais ça ne valera jamais. On n'est pas dans le bon siècle. Dans 1 kilo d'énergie
d'énergie, on va dire, fossile ou même de carburant, que ce soit même du carburant, on va dire, d'énergie renouvelable comme des biocarburants, des huiles de colza ou des huiles de palme, tu as l'équivalent de 100 kg de batterie. Ouais. Donc voilà, quand les gens auront compris que pour voler avec des taxis urbains ou des avions électriques, c'est pas le bon siècle. Voilà, donc maintenant, si on est prêt à vivre encore 150 ans ou 200 ans sans changer la mobilité, il faut tirer sur tous ceux qui utilisent encore des énergies non renouvelables. Si maintenant on veut espérer changer les choses, il faut être tolérant, voir l'innovation étape par étape, et évidemment qu'on ne va pas relâcher des millions de taxis volants dans la planète si on consomme encore autant d'énergie que le flyboarder, c'est évident. Tu as un prototype toi déjà de cette voiture volante ? Oui, alors on a plus qu'un prototype, on va dire les briques qui construisent la voiture volante, qui sont déjà passées les unes derrière les autres. Donc une voiture volante, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme volante équipée de carénage dans lequel on peut s'asseoir. Donc on a déjà fait un drone qui est à l'échelle 1 quart, qui a passé tous les tests de validation. Derrière ça, on a fini de construire aujourd'hui la plateforme à l'échelle 1, c'est-à-dire la voiture volante à l'échelle 1, et en même temps, en parallèle, la voiture volante elle-même. Fini, terminé. Mais on doit valider tous les tests de la plateforme volante à l'échelle 1 pour pouvoir faire légalement voler cette voiture. Donc là, on a eu les autorisations de vol pour la plateforme à l'échelle 1, mais c'est nous qu'on est un peu à la bourre maintenant. Donc on a pas des problèmes, mais des étapes à passer au niveau des cartes électroniques qu'on est en train de passer. On a fait un énorme pas en avant là juste avant de venir. Donc ça me donne un peu la banane, mais voilà. Donc on a fait une grosse étape en avant et ça devrait se... Voilà. On a beaucoup forcé. Ça m'a un peu, comment dire ça, pas agacé, mais... T'avais l'impression de stagner un peu ? De stagner un petit peu parce qu'on a avancé sur beaucoup de sujets en même temps. Et quand tu avances sur tout en même temps, mais tu vois tout qui monte. Et là, en fait, on est dans la période où tout se solutionne. Ouais, super. Et là, t'as fait un grand bond. Et tous les jours, tu vois des trucs se résoudre et du coup, on se dit, ça y est. Tu vois finalement d'où tu viens et que tu n'as rien de concret et où il faut aller. Et puis finalement, tu vois que tout se déroule maintenant et étape par étape, on solutionne plein de points. Ça donne le moral et toute l'équipe est à fond. Et voilà, pour nous, aujourd'hui, on a démarré notre bande de test moteur avec notre nouvelle carte électronique. Pour nous, c'était Noël, quoi. Toute l'équipe, c'était Noël, quoi. Oui, parce que ce que tu disais, c'est qu'effectivement, il y a de la motorisation, et c'est ce qu'on imagine, mais en fait, il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Non, on n'a pas d'intelligence artificielle pour le moment. D'algorithmes. On a des algorithmes, et en fait, justement, on a un algorithme qui gère la redondance, et qui gère, en fait, on va dire, les contrôleurs de vol, etc. Pour l'instant, c'est des simples données de comparaison et de limites de vol, etc. Mais justement, en fait, l'intelligence artificielle, ça veut rien dire, en fait. C'est ce que tout le monde balance, parce que c'est le mot. Ouais, mais justement, en fait, ça pourrait pas être utile pour. Oui, mais en fait, ça veut tout dire et rien dire. En réalité, l'intelligence artificielle, c'est que tu donnes des données à un système qui est capable d'apprendre. Mais il apprend parce que tu le codes. Il apprend pas tout bien seul. sûr. Mais du coup, le problème, c'est une question de données. Donc en réalité, pour apprendre, il faut des données. Et en fait, en réalité, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour l'instant, on les collecte nous. Et comment on va nourrir en fait tout ce truc-là ? En fait, effectivement, quand tu as une panne que tu n'as pas prévue, le système d'algo va réagir aujourd'hui à la panne. Demain, il sera peut-être capable de comprendre qu'avant la panne, il y a eu ça. Et ça, c'est ce qui peut causer potentiellement la panne. Et c'est en multipliant les vols et les pannes qu'après, tu peux commencer à imaginer d'avoir quelque chose qui se rapproche de ce que les gens imaginent être une intelligence artificielle. Parce que c'est ce que j'allais dire, reconnaître un oiseau en fait, ou ce genre de truc en vol. Un oiseau, il est pas dangereux pour nous. Tu t'es jamais pris un gabion, toi ? Non, en fait, au printemps, il m'attaque, mais c'est le seul moment. Après, ils ont peur de moi. Mais au printemps, il m'attaque en fait. Il y a des nids en fait de partout, et en réalité, dès que je m'approche un peu des nids, il me fonce dessus. Je précise parce que je t'ai vu dire ça une fois dans une interview. C'est toi qui finances tout ça. C'est ta société qui finance tout ça. C'est ma société, c'est pas moi personnellement. Enfin, si, en même temps, puisqu'il y a un moment donné, tout ce qu'on a gagné avec le Flyboard AO, il y a un moment donné, comme tout chef d'entreprise, tu peux faire du cash out, tu peux récupérer la somme et te verser des dividendes. Moi, j'ai décidé de tout réinvestir dans la recherche et développement de ce Flyboarder. Francky Zapata, merci beaucoup, c'est passionnant cet entretien avec toi. Et puis on va te laisser aller à la soirée et puis recevoir ta récompense. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, merci.